Bonjour à tous, donc merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui m'emballe depuis quelques années et m'a permis de renouveler un petit peu les choses qui m'excitaient dans la radiologie. Alors, en fait, j'ai décidé, parce que le temps étant un petit peu court, j'ai décidé de vous expliquer essentiellement cette nouvelle démarche de recherche un petit peu qu'est la radiomique. Donc, je voulais dire en préambule que la radiomique, ce n'est pas de l'intelligence artificielle spécifiquement. On peut utiliser l'intelligence artificielle quand on fait de la radiomique. On peut s'en servir comme outil, mais ce n'est pas synonyme, c'est des choses un petit peu différentes. Alors, si la diapo veut bien passer... bon, ça, c'est mes petits conflits d'intérêts. Alors, en France, on est particulièrement attaché à la démarche cartésienne, le pays de Descartes, qui est la suivante, et c'est celle qu'on apprend en école de médecine, c'est la recherche basée sur l'hypothèse. Donc, on est très intelligent, donc on a plein d'idées, on formule une hypothèse. Alors, dans mon cas, dans les 10 années précédentes, c'était... je travaille sur le cancer du rein. Les cancers du rein sont traités par des anti-angiogéniques qui détruisent les vaisseaux. Donc, si j'utilise une technique d'imagerie qui quantifie les vaisseaux, eh bien, je vais être capable de monitorer ces traitements anti-angiogéniques. J'ai formulé mon hypothèse. Je vais ensuite monter un projet de recherche, monter un plan de recherche, collecter mes données, les analyser, interpréter et proposer des nouveaux biomarqueurs en disant voilà, la perfusion, c'est absolument génial pour analyser ces nouvelles molécules. Ensuite, secondairement, viendra un travail un petit peu, et c'est vrai que souvent on le fait comme ça, un travail de perfectionnement, de l'acquisition, etc., pour essayer de gérer la variabilité de ces paramètres. Donc on a proposé des paramètres, mais a posteriori, on va se poser la question de leur robustesse, etc. Alors, il y a des limites à cette démarche. Qui sont la première chose, c'est que finalement, chaque fois qu'on a une idée, on doit monter un projet de recherche. Donc ça va finir par être coûteux en temps et donc en argent. C'est vrai qu'au bout de 10 ans, on a testé chaque année un nouveau biomarqueur et c'est peut-être pas extrêmement efficace. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, petit à petit, on change un petit peu notre manière de regarder l'image. Et en particulier, je pense qu'il faut qu'on apprenne à dire que l'image, c'est un phénotype. Et maintenant, ça se dit beaucoup, mais moi, quand j'ai commencé la radiologie, c'est jamais ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire tous les phénomènes biologiques qui se passent à un niveau infraradiologique s'expriment dans l'image, et finalement, mon image est un reflet de tout ça, et donc je pourrais l'interroger pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, il y a probablement beaucoup plus d'informations dans l'image que ce qu'on extrait aujourd'hui, en particulier en oncologie, finalement, qu'est-ce qu'on donne comme information à partir de nos images? La localisation anatomique, la taille, pas grand-chose d'autre, éventuellement les organes qui sont envahis à côté, mais c'est tout. Et c'est un petit peu dommage parce que probablement il y a beaucoup d'autres choses. Et la troisième chose, alors là je vais un petit peu être provocante, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre ce qu'on est en train d'utiliser, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de savoir exactement à quoi correspond un paramètre pour s'en servir? Et moi j'aime bien parler de la diffusion, parce que la diffusion en oncologie, c'est ce qu'on utilise tous les jours, mais aujourd'hui, je ne suis pas complètement sûre de comprendre pourquoi j'ai une aussi belle image de diffusion quand j'ai un cancer dans mon image. Donc finalement, peut-être qu'il faut qu'on lâche un petit peu cette démarche cartésienne. Alors, le radiomique, c'est un changement de paradigme. C'est du data mining, dont on a parlé précédemment, ou du data-driven research, c'est-à-dire de la recherche basée sur les données. Donc là, on a la démarche totalement inverse. On a un grand nombre de données qu'on a soit déjà présentes, soit collectées pour ça. On l'analyse et on l'interprète. Et ensuite, on va faire émerger des choses qui vont nous permettre de générer des nouvelles hypothèses. Et la radiomique, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la solution, ce n'est pas, voilà, ça y est, le biomarqueur, il marche. C'est le début d'une nouvelle démarche, au bout de laquelle on a un nouveau biomarqueur qu'on sera ensuite censé valider et, si possible, comprendre. Donc en pratique, qu'est-ce que c'est que la radiomique? La radiomique, la définition officielle, on va dire, c'est l'extraction, alors plus ou moins automatisée, d'un très grand nombre de paramètres, quantitatifs ou pas, je rajouterais, en imagerie sans hypothèse a priori. Je prends mon image, j'utilise tous les outils de traitement d'image que j'ai à ma disposition et je génère beaucoup de paramètres.
Et parmi tous ces paramètres, je vais poser une question, parce qu'il y a quand même toujours une question médicale. Alors soit c'est un devenir, donc moi par exemple en oncologie, je travaille sur des paramètres prédictifs de la survie sans progression, et donc je vais analyser ces paramètres pour voir lesquels se corrèlent à ce devenir. Donc ça c'est la radiomique, je dirais, classique. Après il y a l'autre possibilité, c'est qu'on peut la corréler à justement la biologie sous-jacente ou les profils d'expression des gènes. Et dans ce cas-là, vous trouverez aussi le terme de radiogénomique, que personnellement je n'aime pas beaucoup, surtout parce qu'il a déjà été utilisé depuis très longtemps par les radiothérapeutes pour décrire les effets sur les gènes des rayons ionisants, et du coup ça entraîne une petite confusion. Donc, bon, après, dans la littérature, vous trouverez ce terme de radiogénomique, mais bon, personnellement, je ne l'utilise pas. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? En pratique, on collecte les données, on les a. Il nous faut un logiciel. Alors nous, quand on a commencé, il n'y en avait pas de disponible, mais maintenant, il y en a de disponibles et de gratuits. Et on va extraire tous ces paramètres. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'on n'est pas obligé de générer des images spécifiquement pour ça. On peut utiliser toutes les images qu'on a en stock, y compris celles obtenues en routine clinique. On va ensuite, et ça on en parle rarement, faire de la curation de data, c'est-à-dire la nettoyer, l'uniformiser et les enrichir éventuellement. Ce n'est pas l'étape la plus marrante, mais en fait en pratique, ça va souvent être l'étape limitante, parce qu'on va se retrouver avec des données qui ne sont pas très propres et on va en perdre beaucoup. Et ensuite, on va traiter les données, et là, en général, on est un petit peu dépassé en tant que radiologue, c'est là où on a besoin d'avoir des bons copains, bioinformaticiens et biostatisticiens. Moi, ce que j'aime particulièrement dans cette démarche, c'est que c'est cette partie de traitement de données que je trouve assez élégante, qui va se passer globalement en 2 temps. Le premier temps, ça sera la réduction du nombre de descripteurs, parce que finalement, on va se retrouver avec des centaines, des milliers de descripteurs, pour jamais des milliers de patients, beaucoup moins de patients que ça. Et en fait, en pratique, on va tricher, parce qu'on vous dit c'est du big data, super, j'ai plein de descripteurs, etc. Mais en fait, on triche, on réduit le nombre de ces descripteurs pour ensuite se retrouver dans un domaine statistique un petit peu plus facile. Et donc, une fois qu'on les a réduits, on va ensuite les tester pour leur pertinence clinique, et en particulier pour répondre à la question qui vous intéresse, l'expression des gènes ou la survie. Donc en pratique, voilà, on a nos petites données, on va faire des régions d'intérêt sur nos scanners et on va extraire en gros 3 types de données. Donc on les classifie en 3 types. La forme, donc ça va être la taille, etc., l'anfractuosité, enfin des choses un petit peu marrant. Ensuite, des paramètres qui sont extraits de l'intensité de distribution, et en particulier des histogrammes, et ça, vous en avez certainement entendu parler, c'est ce qu'on appelle la skewness, le kurtosis, c'est-à-dire l'asymétrie ou le caractère pointu de cet histogramme, qui décrit donc la répartition des intensités de signal dans l'image. Et puis le troisième, qui est la texture, qui utilise ce qu'on appelle des matrices de corrélation. Et ces matrices servent à décrire si un pixel est entouré de choses qui lui ressemblent ou choses qui sont plutôt différentes de lui. Et ça, ce sont les critères, alors on associe souvent la radiomique à ça, sont les critères qui décrivent l'hétérogénéité. Et vous en avez certainement entendu parler pour ça, ça excite beaucoup les gens en oncologie à cause de l'hétérogénéité tumorale biologique qu'on sait qui existe. Alors, il y a toujours du pré-traitement, dont je ne vais pas particulièrement parler, des filtres pour essayer d'éliminer le bruit, pour rapprocher les pixels, et tout ça va se combiner pour donner un très grand nombre de paramètres. Alors nous, dans notre logiciel, on en sort 1700, mais c'est variable en fonction des logiciels. Mais vous voyez, quand même un grand nombre de descripteurs. On en arrive à cette étape que, personnellement, comme je vous disais, j'aime bien, qui est la réduction des descripteurs. Alors pourquoi est-ce que je l'aime bien ? Parce qu'au lieu de vérifier à la fin de notre histoire si le paramètre qu'on propose est robuste, et bien là, on le fait d'emblée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer d'emblée tous les paramètres qui sont trop variables et qu'on ne sera jamais capable de mesurer de la même manière d'un radiologue à l'autre. Donc en pratique, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on est plusieurs radiologues, on fait nos régions d'intérêt plusieurs fois, et on extrait les paramètres et ensuite on les sélectionne en fonction de la reproductibilité. Donc on va utiliser des coefficients de corrélation et tout ce qui n'est pas suffisamment reproductible est d'emblée éliminé. Donc ça élimine le risque qu'on identifie un biomarqueur qui ne soit pas utilisable ensuite en routine clinique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de garder les paramètres qui sont uniquement informatifs. Vous avez vu, il y a un très nombre de descripteurs. Certains sont le même descripteur sous plusieurs filtres différents. Donc c'est assez logique finalement qu'on soit en train d'extraire à peu près la même information.
Et du coup, ce n'est pas la peine de garder toutes ces informations-là. Et ça, c'est une démarche qui est prise de la génomique, où, de la même manière, il y a souvent des gènes qui s'expriment de manière simultanée, et qui donc, du coup, apportent toujours la même information. Donc en génomique, on les regroupe ensemble en métagènes. Et bien en radiomique, on peut faire la même chose. On peut trouver des groupes de descripteurs qui finalement donnent la même information. Et donc, ce n'est pas la peine de les garder tous. On peut garder que soit un représentant de ce groupe, soit une synthèse de ce groupe. Et ça nous permet de réduire encore énormément le nombre de descripteurs. Donc, nous, dans notre démarche sur nos patients cancer du rein, sur lequel je travaille, on était parti de 1700 descripteurs, on se retrouve à 158 une fois qu'on a éliminé tous ceux qui sont trop variables, et quand on élimine à nouveau tous ceux qui sont redondants, on se retrouve à peu près une vingtaine de descripteurs. Et ça, on l'a fait pour l'instant dans 2 populations, on est en train de le faire dans d'autres populations indépendantes pour vérifier qu'on retombe toujours à peu près sur les mêmes descripteurs, ce qui va nous donner un pool de descripteurs relativement solide. Et c'est à partir de ces descripteurs qui sont à la fois robustes et informatifs qu'on va essayer de prédire un devenir clinique. Voilà, alors ça, c'est ce que font à peu près la majorité des gens, hein. C'est des outils statistiques habituels qui essayent de gérer le fait qu'en général, on a quand même avec 20 descripteurs, trop de descripteurs par rapport à la population qu'on a. Nous, dans nos populations tests, on était plutôt autour d'une 50aine de patients dans chaque population. Et donc, en faisant du bootstrap, etc., des pénalisations, eh bien, on arrive à faire émerger une signature radiomique. Donc, dans notre cas, nous, c'était 3 paramètres qui étaient corrélés à la survie. Mais comme je vous disais, finalement, c'est que le début de l'histoire, parce que ces paramètres, maintenant, il va falloir qu'on démontre qu'ils restent valides sur d'autres populations. Alors, vous voyez, c'est un sujet qui est en pleine effervescence. Là, j'ai fait Radiomix en PubMed, hein, ça sort 320 papiers. Évidemment, ça ne compte pas tous les papiers sur la texture, etc. Mais quand j'ai fait ce topo il y a 2 ans à l'ECR, eh bien, il y en avait une quarantaine, quoi. Donc, c'est en train de monter très rapidement. Alors, est-ce que c'est une réalité? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde peut le faire? Alors oui. Alors, pour la petite histoire, je vous montre le premier ordinateur Apple qui était en bois et qui coûtait 666 $. Bon, on a quand même beaucoup évolué depuis ça. Initialement, il n'y avait qu'un seul logiciel qui était disponible, qui était payant, qui était OncoRadiomix, qui est le logiciel de Maastricht. Maintenant, il y a 2 logiciels gratuits, peut-être d'autres. Hein. Là, je vous mets les essentiels, un du MD Anderson et l'autre du CEA, donc français. Et donc, vous pouvez télécharger ces logiciels et faire de la radiomix chez vous si vous le souhaitez. À la limite près qu'il faut avoir des bons copains informaticiens, parce que sinon, je pense qu'à moins d'être extrêmement geek, on ne va pas s'en sortir tout seul pour l'instant pour traiter toutes ces données. Donc la radiomix, c'est une réalité, hein, c'est faisable aujourd'hui, mais on a encore beaucoup de choses à comprendre pour que le mythe devienne une vraie réalité. Le premier challenge à surmonter, et ça c'est la question que tout le monde pose, et a raison, hein, c'est est-ce qu'on va réussir à quantifier des paramètres qui ne seront pas trop liés à l'acquisition? Par là, je veux dire, si moi je démonte des paramètres dans mon institution sur mon scanner, est-ce que le fait de changer de scanner eh bien, va complètement perturber ces paramètres? Alors, la question reste ouverte. Évidemment, il y a des gens qui militent beaucoup pour la standardisation pour ça, voire l'utilisation des données brutes. C'est vrai que moi, je ne suis pas très optimiste pour cette solution-là, parce que je trouve que nos technologies évoluent tellement vite que je ne vois pas comment on peut les figer à un moment donné, juste pour les bienfaits de la radiomique. Par contre, la manière dont nous, on essaye de gérer ça, c'est d'avoir des cohortes de patients qui, justement, viennent de plein d'endroits différents, avec des scanners différents, même d'âges différents. Et nous, dans nos populations, on a parfois des scanners qui ont 7-8 ans, pour que les paramètres qui émergent de notre recherche soient justement indépendants de ces conditions d'acquisition, puisque d'emblée, on s'est mis dans ces conditions difficiles. Une autre des solutions possibles, c'est d'utiliser d'abord des filtres spéciaux pour essayer de réduire le bruit et d'uniformiser les acquisitions l'une par rapport à l'autre. Là, je vous montre 2 IRM qui ont simplement eu un traitement d'image entre les deux, l'une un foie très lissé et l'autre un foie très dur. Et c'est vrai qu'on imagine que si on recherche de l'hétérogénéité, on pourrait trouver des paramètres différents en fonction de ces paramètres de reconstruction différents. Alors, il faut savoir que l'hétérogénéité quantifiée par nos paramètres sont en fait très différentes de l'hétérogénéité qu'on voit à l'œil. Donc, ce n'est pas tout à fait la même problématique.
mais actuellement on est en train d'essayer de chercher, et nous on travaille un petit peu à essayer de voir si on ne peut pas avoir des tissus de référence qui nous permettraient de standardiser les paramètres les uns par rapport aux autres. Je ne vais pas trop rentrer dans la question de l'échantillonnage, mais aussi en termes de robustesse de paramètres, il faut s'assurer par souvent des calculs multiples que le paramètre qu'on ressort est bien stable. Alors, il y a heureusement plein de gens qui se posent des questions sur la qualité de ces paramètres et les limites techniques de la radiomique, et ça, c'est encore des extraits de PubMed pour dire que il faut qu'on accompagne l'émergence de cette radiomique par de la recherche sur qu'est-ce que ça signifie de calculer ce paramètre, quelles sont les limites d'application du calcul de ce paramètre, en particulier, quel est le nombre de pixels minimum pour pouvoir calculer certains de ces paramètres. Deuxième challenge à surmonter, c'est l'intégration de données autres que l'imagerie. Parce que, vous connaissez ce schéma certainement, hein, le patient est en fait au centre de plein de données différentes, et finalement vouloir regarder que les données radiologiques, c'est se priver de plein d'autres informations intéressantes. Maintenant, si on veut, donc on pourrait rajouter plein de paramètres, hein, clinique, biologique, anapath, etc., à nos 1000 ou 2000 paramètres radiologiques. Le souci, c'est qu'il y a un vrai problème d'uniformisation du type de paramètres, et que finalement, c'est pas si trivial que ça d'en rajouter plein. Mais bon, clairement, ça s'appelle les données hétérogènes, et donc c'est pas juste l'hétérogénéité de l'image, c'est des données de nature hétérogène, et tout le monde travaille là-dessus pour justement bien intégrer l'imagerie au sein du reste des informations. Le dernier challenge, et pour moi c'est vraiment le challenge essentiel et qui pose le même problème en intelligence artificielle, c'est d'avoir les cohortes. Le problème, c'est qu'on ne peut faire cette recherche que si on a les données. Alors, on pense tous qu'on a plein de données, hein, et c'est vrai, puisque chacun d'entre nous, quand on fait nos scanners oncologiques, on les annote, on fait des mesures, on fait même des régions d'intérêt avec des courbes de perfusion, etc. Le problème, c'est que nos PACS actuels ne nous permettent pas de conserver ces annotations de manière exploitable. Donc, et je le dis souvent, j'aime pas travailler pour rien, ça me contrarie beaucoup, parce que toute cette information est quasiment perdue. Donc, c'est important d'essayer de se mobiliser pour convaincre les fabricants de PACS de nous donner accès à cette information. En plus, dans nos comptes rendus, il y a encore plein d'informations supplémentaires qu'on pourrait appeler des métadonnées. Donc, il y a souvent de l'information sur la clinique, hein, si on se donne la peine de l'écrire. Et il y a plein d'informations dans nos comptes rendus. Bon, ça, c'était un compte rendu pour un myomutérin. Le problème, c'est que comme on fait nos comptes rendus en langage naturel, eh bien, ces données ne sont pas très facilement extraites, parce que le traitement du langage naturel n'est pas encore tout à fait au point. Donc, la solution, c'est de structurer les comptes rendus. Si on les structure un minimum, d'abord, on est sûr que l'information est présente, et deux, on est sûr d'être capable de la trouver. Donc, finalement, si je conclus, la radiomique, ça me botte. J'espère que ça vous intéressera aussi. À quoi ça sert ? D'abord, ça sert à tester plein de paramètres simultanément et donc d'essayer d'être plus efficace dans notre recherche, mais ça va générer des biomarqueurs potentiels qui ensuite auront besoin à la fois d'être compris et testés. Ça permet aussi de générer des nouvelles hypothèses, parce que si on démontre qu'il y a deux populations de patients différents et qu'ils ont des devenirs, des survies différentes, eh bien, ça va permettre ensuite aux généticiens, par exemple, d'aller voir quelles sont les différences entre ces deux populations qui expliqueraient ces différentes survies. Et puis, bien sûr, c'est une approche multidisciplinaire, donc si ça vous intéresse, il faut trouver des bioinformaticiens qui sont intéressés par l'image et qui pourront travailler avec vous. Je vous remercie.